Et si je vous disais que les hommes préhistoriques faisaient des dessins animés? Qu'est-ce que vous me répondriez? Si vous êtes une personne dotée de bon sens ou qui a quelques notions en histoire du cinéma, vous me répondriez sûrement que non, c'est impossible. Et vous auriez plutôt raison puisque l'invention du cinéma d'animation date de la fin du 19e siècle, donc pas du tout la préhistoire. Mais vous vous doutez bien que si cette vidéo existe, c'est qu'il y a des choses à dire et étonnamment plus que ce qu'on pourrait croire. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous munir d'une bonne boisson chaude et je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous disais tout à l'heure que le cinéma d'animation avait été inventé à la fin du 19e siècle. C'était en 1892 pour être précise, avec l'invention du théâtre optique par Émile Reynaud. Si ça ne vous dit pas grand-chose, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit point historique pour se rafraîchir collectivement la mémoire. Le théâtre optique, c'est ce gros machin là qui est dans les grandes lignes le premier outil qui a permis de projeter un dessin animé. Avant ça, on a déjà inventé la lanterne magique au XVIIe siècle. Ça n'a vraiment aucun rapport avec Aladdin, c'est l'ancêtre du projecteur. Et on s'est déjà créé l'illusion du mouvement depuis le XVIIIe siècle, grâce à toutes sortes de petits objets et jouets comme le zoetrope. Vous savez, c'est cette espèce de cylindre avec plein de petites fenêtres qu'on fait tourner sur lui-même pour voir une très courte suite de 12 à 18 dessins. Mais ces objets s'apparentent plus à des illusions d'optique très ingénieuses qu'à du cinéma d'animation. Émile Reynaud, lui, grâce à son théâtre optique, il vient fusionner l'illusion de mouvement avec la technologie de la lanterne magique pour projeter le tout premier dessin animé de l'histoire, Pauvre Pierrot, réalisé par Émile Reynaud lui-même en 1891. À ce moment-là, la caméra n'existe même pas encore. Le fameux cinématographe des frères Lumière n'est inventé que 4 ans plus tard, en 1895, et permet de créer des dessins animés sur support argentique, plus longs et surtout reproductibles. Donc qui peuvent être copiés et diffusés. Ce qui est quand même bien pratique parce que si toute l'humanité devait se passer à tour de rôle la bobine du dernier Pixar, on serait pas rendu. Entre ceux qui oublieraient de la rendre, ceux qui la paumeraient sous le canapé et ceux qui laisseraient par inadvertance leur chien s'en faire un petit casse-croûte, vous pouvez être sûr qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais vu la couleur de Nemo. Tout ça est bien gentil, me direz-vous, mais où sont les hommes préhistoriques dans cette histoire ? Pour l'instant, le fait qu'ils aient pu faire des dessins animés paraît complètement absurde et anachronique, mais restez bien assis, la suite devrait vous intéresser. Avant d'entrer dans le dur du sujet, il faut qu'on définisse ensemble ce qu'on appelle un dessin animé. Selon le grand dictionnaire terminologique, le film d'animation est une œuvre cinématographique réalisée à l'aide d'une suite de dessins ou d'images dont l'enchaînement crée l'illusion d'un mouvement. Je sais pas vous, mais j'ai noté 3 points importants qui ont l'air de surgir de cette définition. Œuvre cinématographique, qui implique l'idée d'un spectacle visuel, ou en tout cas d'une œuvre qui se regarde. Suite de dessins ou d'images, qui évoque une pluralité de dessins. Et illusion du mouvement, qui implique que le résultat final donne l'impression de bouger. On met ça dans notre inventaire et on le garde au chaud pour plus tard, vous allez voir, ça va nous servir. Il faut qu'on fasse une petite mise en contexte de ce que sont les peintures rupestres. L'art réalisé par les hommes préhistoriques dans les grottes s'appelle l'art pariétal. Et ça désigne en gros tous ces dessins réalisés sur les parois des cavernes. Vous en avez sûrement déjà vu au moins une fois en photo, ce sont souvent des représentations d'animaux réalisées avec des ocres ou du charbon de bois. Parfois les dessins sont aussi gravés directement dans la pierre avec du silex. Les 3 grottes qui contiennent le plus de dessins sont les fameuses grottes de Lascaux, dont vous avez peut-être entendu parler, avec plus de 600 peintures et 1500 gravures, la grotte d'Altamira en Espagne, avec des centaines de dessins, et la grotte Chauvet en Ardèche, qui contient plus de 1000 dessins et peintures. On ne sait pas exactement pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient. Certains préhistoriens estiment que ça avait une fonction symbolique, que c'était un moyen de raconter des histoires ou de représenter le monde qui les entourait, et peut-être même tout ça à la fois. Et aujourd'hui, c'est précisément cet art pariétal, ces dessins préhistoriques qui vont nous intéresser. Mais d'abord, il faut que je vous parle d'un certain Marc Azéma. Non, ce n'est pas un homme des cavernes, c'est un chercheur archéologue
spécialisé dans l'étude de l'art préhistorique, donc exactement le sujet qui nous intéresse. Et Monsieur Azéma est l'une des principales personnes qui défend la thèse des dessins animés préhistoriques. Il a énormément travaillé sur le sujet et bon nombre des choses qu'on évoquera dans cette vidéo sont issues de ses recherches. Je vais vous faire, elle est issue d'un travail de longue haleine, un travail scientifique qui m'a pris plus d'une quinzaine d'années. Il a écrit un livre et réalisé un film documentaire sur le sujet, dont je vous mets évidemment les références en description, ainsi que toutes mes autres sources si jamais ça vous intéresse. Mais Marc Azéma n'est pas le seul à défendre l'idée d'une préhistoire du cinéma d'animation. Depuis le milieu du siècle dernier, on reconnaît l'existence du pré-cinéma. Ce qu'on appelle le pré-cinéma, c'est tout ce qui pourrait s'apparenter à une forme de cinéma avant l'invention du cinématographe. En gros, c'est le cinéma avant l'invention du cinéma. Donc tous les outils comme le zootrope dont on parlait un peu plus tôt par exemple. En gros, tous les petits pas qui nous ont menés au cours de l'histoire vers l'invention du 7e art. Et dès le milieu du XXe siècle, on retrouve des articles qui font des comparaisons entre art préhistorique et cinéma d'animation. Par exemple, dans un article de Germaine Prudhomme écrit en 1956, l'autrice parle de la frise des têtes de cerf qu'on retrouve dans les grottes de Lascaux, et elle explique que si on met les dessins les uns à la suite des autres et qu'on les fait défiler très rapidement, on voit le cerf donner des grands coups de tête. Ces frises de dessins juxtaposés, on en retrouve énormément dans l'art pariétal. Elles représentent souvent un même animal dans différentes positions, et ces positions décomposent parfois un mouvement de manière chronologique, comme dans le cas des têtes de cerf de Lascaux. Et en projetant ces différents dessins les uns à la suite des autres, on obtient une sorte de dessin animé. Notre ami Marc Azéma parle beaucoup de ces suites de dessins pour appuyer sa thèse du dessin animé préhistorique, et il a répertorié un grand nombre de ces frises. On remarque que les représentations préhistoriques d'animaux ne sont absolument pas figées, et c'est un argument qui est beaucoup utilisé par Azéma pour dire que les artistes préhistoriques avaient une réelle conscience et maîtrise du mouvement dans leurs dessins. Les animaux ne sont presque jamais dessinés immobiles, comme le ferait un jeune enfant qui apprend à dessiner par exemple. Ils sont quasiment toujours théâtralisés et mis en scène. En gros, ils sont tout le temps représentés en train de faire quelque chose. Et au-delà de dessiner l'action, nos amis Cro-Magnons prenaient aussi soin de dessiner l'expression des animaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les dessins préhistoriques sont assez expressifs. On peut presque deviner si l'animal dessiné est paisible, à l'affût, méfiant, ou encore en train de grogner. Et c'est d'ailleurs assez marrant d'observer que ces planches de dessin préhistoriques ressemblent un peu à des planches de chara-design modernes. Le character design en animation, ce sont tous les outils qui permettent d'établir le design d'un personnage animé, en le dessinant sous toutes ses coutures, en le représentant dans différentes positions et avec différentes expressions faciales. C'est ce qui sert de référence par la suite aux animateurs pour bien cerner l'anatomie et les caractéristiques d'un personnage et éviter de le dessiner différemment d'une image à une autre. On imagine bien que c'était pas intentionnel de la part des hommes préhistoriques, mais ça dit quand même quelque chose sur leur rapport au mouvement et leur talent pour capter le dynamisme d'un animal. Mais alors, que peut-on penser de ces frises ? Est-ce que ce sont véritablement des sortes de dessins animés préhistoriques ? Si on reprend notre définition du film d'animation de tout à l'heure, on retrouve bien une suite de dessins animés ou d'images, mais il est difficile d'y voir une œuvre cinématographique car il n'y a pas de cadre ni de public dans un temps donné. Et on ne peut pas non plus dire que ces frises créent l'illusion du mouvement, car le simple fait de les regarder ne suffit pas à voir l'animal bouger. On pourrait éventuellement parler de représentation du mouvement, mais ça ne fait pas illusion, ça ne bluffe pas notre cerveau. À moins peut-être de courir très très vite le long de la paroi avec une torche, mais ça me paraît un peu casse-gueule et dangereux. D'ailleurs, quand Marc Azéma parle de ces frises, il reste assez prudent et il parle le plus souvent de narration visuelle plutôt que de cinéma d'animation. En gros, ce sont des traces préhistoriques de notre désir de raconter des histoires de manière chronologique et éventuellement de notre volonté de représenter le mouvement, mais on ne peut clairement pas parler de dessin animé. Là, je comprendrais si vous étiez en train de vous dire « Mensonge et calomnie, ce titre est putaclic, les hommes préhistoriques n'ont jamais fait de dessin animé, ils ont juste dessiné des suites de cerfs. » Mais attendez, Marc Azéma avance d'autres arguments un peu plus troublants. D'abord, il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à maintenant, c'est que la lumière qui éclairait la paroi des grottes au temps des hommes préhistoriques n'était pas celle des lampes torches. Il y a assez peu de chance.
c'était celle du feu. Et le feu, si vous avez déjà allumé une bougie chez vous, vous le savez, n'est pas une lumière fixe et constante. C'est une source lumineuse qui bouge. La lumière tremblote un peu, elle oscille, elle varie. En gros, elle n'est pas figée. Et ça peut d'ailleurs créer des effets d'ombre un peu inquiétants parce qu'on a l'impression qu'elle bouge. Maintenant qu'on a mis ça en lumière, sans mauvais jeu de mots, il faut que je vous parle d'une autre sorte d'art pariétal que les peintures, c'est les gravures à tracés multiples. Il s'agit de dessins qui sont directement gravés dans la roche à l'aide d'un silex et qui semblent avoir plusieurs contours. En réalité, Marc Azéma observe que ces contours ne sont pas tracés au hasard, mais correspondent très souvent à une décomposition du mouvement cohérente. Ce que j'entends par cohérente, c'est que c'est un mouvement qu'aurait pu faire un vrai animal, un mouvement logique, comme galoper, lever la tête ou bouger la queue. D'ailleurs, souvent le tronc de l'animal a un seul contour, car il reste plus ou moins fixe pendant l'action. Par exemple, pour un animal qui galope, on aura un seul contour pour le corps, mais plein de pattes gravées les unes sur les autres, qui décomposent un mouvement plutôt réaliste de l'animal qui court. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir et quel est le rapport avec la lumière du feu qui bouge, mais attendez, vous allez comprendre. La gravure, c'est pas comme le dessin, puisque c'est légèrement en relief. Merci Einstein, on n'était pas au courant. Et même si sur une surface bien éclairée ça ne change absolument rien, sur une surface faiblement éclairée, qui plus est avec une lumière changeante, ça n'éclaire pas les mêmes traits à chaque instant. La lumière vacillante éclaire successivement différents endroits de la paroi et crée un effet de scintillement, qui fait ressortir tantôt certains traits et tantôt d'autres traits. Et là, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Cet effet d'éclairage peut donner l'impression que l'animal bouge. Et là, ça devient un peu plus intéressant parce que c'est un effet de mouvement qui est faisable avec les moyens de l'époque, donc le feu et la pierre. Et on ne parle plus d'un montage qui a été fait par un humain moderne pour mettre en mouvement des dessins qui à la base ne l'étaient pas, comme la frise des têtes de cerf de Lascaux. On parle d'une façon de créer une sensation de mouvement qui existait déjà à l'époque, et ça fait toute la différence. À la lueur des lampes à graisse et des torches, l'homme préhistorique utilise la paroi des cavernes comme support de projection de ses images mentales. Les panneaux d'art pariétal peuvent être vus comme des scènes et des actions produisant un effet proche de celui de la bande dessinée ou du cinéma parce que l'éclairage vacillant et la topographie de la roche activent visuellement les images. Dans une conférence, Marc Azéma fait même remarquer que les grottes ont quelques points communs avec les salles de cinéma. Ce sont des salles obscures, des lieux collectifs qui dévoilent un spectacle visuel. Et même si c'est très extrapolé, je trouve ça assez poétique, ça fait rêver de se dire que les cavernes sont les toutes premières salles de ciné. Il manque juste quelques pop-corn, des places à des prix complètement exorbitants, et on s'y croirait presque. Et là, si on reprend notre définition du film d'animation, ça commence sérieusement à s'en rapprocher. Il y a bien une pluralité de dessins, c'est une forme de spectacle lumineux, donc on pourrait presque aussi cocher œuvre cinématographique, même si c'est légèrement tiré par les cheveux, et ça ne donne pas l'illusion du mouvement à proprement parler, mais ça donne une sensation de vie, l'impression que le dessin bouge de façon logique qui plus est, ce qui est déjà énorme. Azéma va même plus loin en notifiant que parfois ces mises en scène ont carrément un sens de lecture qui crée une sorte de narration, un peu comme les différentes scènes d'un même film. Par exemple, dans cette petite salle de la grotte Chauvet, plusieurs dessins et gravures représentent des lions préhistoriques à différents moments de leur vie. On voit la reproduction, la chasse, etc. Et il s'avère qu'en faisant le tour de la salle dans le sens des aiguilles d'une montre, les dessins sont dans un ordre étonnamment logique qui semble représenter le cycle de vie du lion de manière chronologique. Donc non seulement la lumière du feu animerait des petites scénettes à droite à gauche dans la grotte, mais en plus ces petites scénettes animées pourraient se lire dans un tout qui raconte une histoire. C'est sûr que c'est pas tout à fait le Roi Lion, mais ça s'en approche quand même pas mal. Bon, est-ce que vous connaissez le thaumatrope ? Non, on n'a pas changé de vidéo, on parle toujours des hommes préhistoriques et des films d'animation, mais pour que vous compreniez la suite, il faut que je vous parle de ce petit objet. Le thaumatrope est l'un de ces outils dont je vous parlais au début de la vidéo, qui sont des jouets optiques donnant l'illusion du mouvement. Je vous avais parlé du zootrope qui a été inventé en 1833, et bien cette fois-ci nous parlons de son cousin, le thaumatrope,
qui est encore plus vieux puisqu'il a été inventé en 1825 par le physicien londonien John Ayrton Paris. Il s'agit d'un objet avec deux faces, généralement de forme circulaire, avec un dessin sur chacune des deux faces. Les deux dessins, séparément, représentent deux objets distincts, mais quand on fait tourner très rapidement l'objet sur lui-même, faisant défiler à toute vitesse une face puis l'autre, les deux objets se mélangent pour faire apparaître une toute nouvelle figure. C'est une illusion d'optique très simple, mais efficace, qui fait partie des nombreux petits pas qui nous ont amenés jusqu'au cinéma d'animation. Bon, pas besoin d'avoir un doctorat en histoire géo pour savoir que 1825, ça n'est pas la préhistoire, et pourtant, mes recherches sur les dessins animés des hommes des cavernes n'ont eu de cesse de me surprendre, car j'ai découvert qu'un objet très similaire au thaumatrope a été trouvé en Dordogne et qu'il date d'il y a plus de 15 000 ans. Il y en a une qui provient d'un site en Dordogne qui a été découverte au 19e siècle, vous l'avez sous les yeux, et de part et d'autre, vous avez le graphisme d'un chamois, enfin d'un isard, dans deux positions différentes. Ce petit objet préhistorique est une rondelle en os gravée sur les deux faces. Sur l'une des faces, on observe un animal, probablement un isard ou un chamois, avec les pattes tendues, et sur l'autre face, ce même animal est représenté avec les pattes repliées. Quand Marc Azéma a entendu parler de cet objet, il a immédiatement pensé à une forme de jouet optique, mais bon, on ne peut pas manipuler n'importe comment ce genre de trésor d'archéologie, donc il a dû faire une copie exacte de l'objet, ce qu'on appelle un fac-similé, en utilisant les mêmes matériaux, les mêmes techniques, etc. Ils ont ajouté des ficelles, ils ont essayé de faire tourner l'objet sur lui-même, et là, ça produit effectivement une sorte d'illusion du mouvement. On a l'impression que l'animal bouge. Marc Azéma ajoute même que cet objet est peut-être encore plus proche du cinéma d'animation que le thaumatrope de 1825, puisque ce dernier ne produit pas un effet de mouvement, contrairement à la rondelle préhistorique, mais il fusionne seulement deux images entre elles. On est plus proche de l'illusion d'optique que de l'illusion du mouvement. Ce petit objet préhistorique en est d'autant plus remarquable. Le fait qu'on se soit peut-être gouré de 15 000 ans sur n'importe quoi. Le fait qu'on se soit peut-être gouré de 15 000 ans sur la date d'invention du thaumatrope est quand même assez énorme. Et si on reprend notre définition du film d'animation, ce dernier coche 2 cases sur les 3, ce qui est assez impressionnant, bien que 2 images restent assez maigres pour affirmer qu'il y a une pluralité de dessins. Si on résume, les hommes préhistoriques pratiquaient une sorte de narration graphique, de décomposition chronologique du mouvement. Ils avaient une conscience très fine de l'anatomie et des volumes, un peu comme nos animateurs modernes. On peut supposer qu'il y avait une forme de spectacle visuel, de mise en scène grâce à la lumière du feu, que les grottes étaient un peu les premières salles de cinéma, et enfin on peut supposer qu'ils ont inventé l'un des tout premiers jouets optiques de l'histoire de l'humanité. Bon, et si je vous avouais maintenant que je ne vous ai pas tout dit et qu'il y a une seconde grille de lecture à propos de tout ça? Jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que de la thèse des dessins animés préhistoriques, mais je ne vous ai pas parlé de ses limites, ni des critiques qui ont pu être formulées à son égard, et il y a pourtant pas mal de choses à dire. D'abord, Marc Azéma lui-même, qui est le principal défenseur de cette thèse, émet beaucoup de réserves à parler de dessins animés préhistoriques. La plupart du temps, il parle surtout de pré-cinéma ou des prémices de la narration visuelle. Et au final, ce sont surtout les médias évoquant ces recherches qui font des gros titres accrocheurs comme Homo sapiens a inventé le cinéma d'animation, ou même le titre de cette vidéo qui est assez sensationnaliste si je dois émettre une autocritique. La vérité, c'est que ça fait rêver. Ça fait rêver d'imaginer que nos ancêtres d'il y a si longtemps ont pu avoir des idées et des préoccupations similaires aux nôtres. Ça fait rêver de nous voir à travers eux, de nous trouver des points communs et de nous identifier à eux. Maintenant, si on reprend notre définition du film d'animation qui nous a un peu servi de dessin animé tomètre tout au long de cette vidéo, on s'aperçoit que rien de ce qu'ont fait les hommes préhistoriques coche véritablement les 3 cases. Rien n'est à 100% un dessin animé. À chaque fois, il manque une ou plusieurs caractéristiques pour affirmer que les hommes des cavernes faisaient du cinéma d'animation. En réalité, cette vidéo aurait dû s'appeler « Les hommes préhistoriques ont presque fait des films d'animation », et le « presque », c'est pas un mot qui est très admis dans le vocabulaire scientifique. En général, « presque », ça veut dire « pas ». Bien que Marc Azéma ait le soutien de beaucoup d'autres préhistoriens, ses recherches sont discutées et parfois même critiquées par certains historiens et cinéastes
qui considère qu'elle plaque une conception des images modernes sur une réalité préhistorique. En gros, qu'on interprète l'art pariétal à la lumière de notre modernité, ce qui peut créer des biais d'interprétation. J'ai trouvé un article de François-Ami de Bretec, j'espère que je n'écorche pas son nom, un professeur de cinéma à Montpellier, qui résume à peu près tout ce qui peut être reproché à la thèse des dessins animés préhistoriques. Je vous mets bien sûr les références et le lien de l'article en description si vous êtes curieux ou curieuse d'aller le lire en entier. Azéma emploie donc beaucoup d'énergie à nous convaincre que les gravures pariétales contiennent les prémices d'une grammaire visuelle préhistorique, mais il néglige une première objection de taille. Il fait systématiquement abstraction de la question du cadre. L'art pariétal, comme la fresque, n'en a pas, alors qu'il est fondamental dans le cinéma, tout comme dans la bande dessinée, du moins dans sa forme classique. L'absence de cadre, c'est une critique qui revient assez souvent chez les non-partisans du dessin animé préhistorique, et c'est vrai que cette notion de cadre est complètement absente de l'art pariétal. Ça remet donc effectivement un peu en question le fait qu'il y ait pu avoir un cinéma des cavernes, en tout cas c'est un point intéressant à relever. Une autre critique qui est assez souvent formulée, c'est que tout ce qui est visuellement montré comme preuve d'un dessin animé préhistorique est en réalité toujours créé par un être humain moderne. Et vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais non, c'est pas vrai, tu nous as montré plein d'images de ces dessins animés préhistoriques tout au long de la vidéo. » Mais si on regarde de plus près, ce sont effectivement des humains modernes, notamment Azéma, qui ont produit ces fameux dessins animés préhistoriques en mettant les dessins dans un logiciel de montage moderne et en les exportant en un format vidéo moderne qui n'existait évidemment pas à l'époque. Ce qu'il y a véritablement sur les parois des grottes, ce n'est pas ça, c'est ça. Et c'est quand même très différent. D'ailleurs, dans un sens, Germaine Prudhomme le disait déjà dans son article de 1956, « Si l'on y applique le procédé de synthèse cinématographique, on voit l'animal donner des grands coups de tête en avant. » Et dans cette phrase, c'est le « si l'on y applique le procédé de synthèse cinématographique » qui a toute son importance. En gros, pour voir un dessin animé dans cette frise préhistorique, il faut y appliquer un procédé moderne. Mais alors, qu'en est-il des gravures et des effets de lumière ? Eux, ils sont d'époque. C'est vrai qu'on n'a pas eu besoin d'un procédé moderne pour les fabriquer, mais l'idée que créer un effet de mouvement grâce à la lumière des torches sur le relief des gravures était intentionnelle ne peut pas être prouvée. On ne peut pas affirmer que c'était une volonté consciente, ni que les hommes des cavernes s'intéressaient réellement aux mouvements produits par la lumière sur leurs dessins. Il est possible qu'ils aient simplement gravé ces figures pour de toute autre raison, et même la multiplicité des membres n'indique pas forcément une volonté de créer l'illusion du mouvement. Ça peut simplement être une manière de représenter le dynamisme de l'animal, ce qui est déjà super stylé, mais qui n'a quand même pas grand rapport avec un dessin animé. Disons qu'il y a un monde entre dire qu'ils ont dessiné plein de pattes à un animal pour montrer qu'il bouge, et dire qu'ils ont intentionnellement créé un effet de mouvement en anticipant l'oscillation de la lumière du feu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait, mais ça veut juste dire qu'on ne peut pas en être sûr. À ce sujet, l'article nous dit « Les effets produits par la lumière sont incontestables. Mais pour autant, est-on sûr qu'il visait à produire une synthèse du mouvement ? Pourquoi pas plutôt une expression de ce mouvement ou de la vitesse, comme tous les dessinateurs de BD le pratiquent ? Et c'est vrai que ces tracés multiples, on les retrouve aussi en BD pour représenter le déplacement d'un personnage. Vous savez, c'est quand un perso court vite ou fait une action rapide et que son contour est dessiné plein de fois à la suite. Donc malheureusement, ces gravures ne sont pas non plus la preuve irréfutable que nos amis les Cro-Magnons avaient l'intention d'animer leur dessin. Concernant le fameux thaumatrope préhistorique, il y a un détail sur lequel je ne me suis pas attardée tout à l'heure, mais il est évident que ce dernier a été retrouvé sans sa ficelle. Une ficelle ne peut pas survivre 15 000 ans sans se dégrader, donc la rondelle a juste été retrouvée comme ça, percée en son centre, donc il est impossible de prouver qu'elle était destinée à tourner sur elle-même. Il est possible que ce soit simplement une sorte de bijou ou de talisman décoré sur les deux faces. Dans son article, François-Ami de Bretec fait d'ailleurs remarquer que l'objet n'ayant qu'une perforation centrale, il oblige à des contorsions pour le faire tourner autour de son axe, pour reprendre ses mots. Bon, vous l'aurez compris, François, lui, il est plutôt sceptique. Mais il conclut quand même en disant « L'ouvrage de Marc Azéma a quand même un intérêt pour nous, gens de cinéma. Il montre par effet boomerang la façon dont le regard des hommes d'aujourd'hui sur ces œuvres très anciennes est définitivement modélisé par les modes d'expression de l'ère contemporaine. Azéma, tout comme nous, regarde les peintures pariétales d'il y a 35 000 ans comme les images d'un film possible, d'un film à faire. C'est son regard à lui, et le nôtre, qui est relié à un projecteur dans son crâne. Ok, c'est très beau tout ça, mais du coup,
C'est quoi la réponse à la question? Est-ce que les hommes des cavernes ont fait ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à un dessin animé? Eh bien, la question reste entièrement ouverte. Je sais, la conclusion est un peu décevante, c'est comme quand on est enfant, qu'on se dispute avec ses frères et sœurs, et que nos parents nous disent « Bon, ça suffit maintenant, tout le monde a raison ». Mais ça me tenait à cœur de ne pas faire une vidéo binaire, c'est pour ça que je vous ai montré le positionnement de Marc Azéma, mais aussi celui de ses contradicteurs. Maintenant, la suite vous appartient. Peut-être que ces effets de lumière sur les parois étaient entièrement calculés et volontaires, ou bien peut-être que c'était un bel accident. Peut-être que cet objet est véritablement une sorte de thaumatrope préhistorique, ou bien peut-être qu'on lui a inventé un usage qu'il n'avait pas à la base. Je suis extrêmement curieuse d'avoir votre opinion et vos impressions dans les commentaires. De mon côté, je crois que c'est important de s'autoriser à rêver, et j'aime le fait que l'endroit où Marc Azéma et François-Ami de Brétech finissent par se rejoindre soit leur passion commune pour le cinéma. Que les dessins animés des hommes préhistoriques aient été volontaires ou non, aujourd'hui ça crée une sorte de lien entre nous et eux, et ça fait émerger des discussions passionnantes. L'air de rien, tout ça nous aura fait réfléchir à ce que c'est dans le fond qu'un film d'animation, et à l'heure où de nouvelles formes apparaissent et où l'IA se développe, ça m'aura fait du bien de me reposer le temps d'un instant dans la fraîcheur des grottes, là où tout a commencé. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle changeait un tout petit peu de ce que je fais habituellement. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, à laisser un petit pouce si jamais vous avez aimé, et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le cinéma d'animation. Ciao ciao!